Très bien. Donc, bonjour à tous. Madame la directrice générale, monsieur le directeur, madame la rapporteure, chers collègues, nous continuons donc cet après-midi les travaux de notre commission d'enquête sur la paupérisation des copropriétés. Nous sommes heureux d'accueillir madame Juliette Lagagné, directrice générale de la Fédération Solia, et monsieur Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. Votre présence à cette audition s'explique par l'engagement que vous portez contre le mal-logement et en faveur des plus précaires. Il existe des liens entre l'habitat indigne, la précarité et la paupérisation des copropriétés, même s'il s'agit d'une configuration spécifique. Nous savons qu'il y a en France environ 400 000 logements indignes, dont la moitié est occupée par son propriétaire. De même, sans doute 115 000 copropriétés sont fragilitées, même si l'on peut penser que parmi les 200 000 environ qui ne sont pas immatriculés, un nombre non négligeable est sans doute mal suivi. Je tiens à rappeler que l'habitat dégradé a des effets très concrets pour les habitants et leur qualité de vie. Il favorise l'installation de marchands de sommeil, l'insalubrité, le non-respect des normes d'hygiène et, dans les cas les plus graves, des atteintes à la sécurité des habitants, ce qui notamment a été mis en scène dans un film que vous connaissez certainement, Les Promesses de Thomas Kruithof, qui est sorti donc en 2021. Face à ces phénomènes, les pouvoirs publics se sont dotés de moyens pour agir et un certain nombre d'entre eux ont été améliorés très récemment dans le cadre du texte examiné par le Sénat, le projet de loi sur l'habitat dégradé dont je suis rapporteur. La paupérisation, la fragilisation et la dégradation sont des phénomènes progressifs et nous aimerions vous entendre sur ces processus et les angles morts ou même les défaillances dans la détection, l'identification et la prévention de ces trajectoires. Les outils existants, selon vous, sont-ils adaptés et suffisants? De même, dans la lutte contre l'habitat indigne, la boîte à outils à disposition des pouvoirs publics est-elle complète ou des améliorations peuvent-elles être apportées? Qu'en est-il, à votre connaissance, des dispositifs de redressement des copropriétés? Concernant la protection des occupants, les procédures d'expulsion et les solutions de relogement apportées en particulier aux plus précaires sont-elles, selon vous, adaptées aux situations de détresse auxquelles ils peuvent être confrontés? Enfin, le rôle des associations n'a peut-être pas été assez abordé au cours de nos débats sur le projet de loi. Est-ce que vous jugez l'articulation entre les pouvoirs publics et les associations dont vous faites partie suffisante, satisfaisante plutôt ou efficace et efficace? Est-ce qu'il y a des points concrets qui pourraient être améliorés pour faciliter l'accès à l'information, l'accompagnement des victimes et notamment le soutien qui peut leur être apporté contre les marchands de sommeil et notamment pour aller en justice? Avant de vous laisser la parole pour un propos donc introductif d'environ 10 minutes chacun, suivi donc de questions-réponses, donc qui vous permettra en effet de répondre dans un premier temps à ces premières questions, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € à 100 000 € d'amende. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Merci. Et je propose à Madame Lagagné de démarrer. Vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs, je suis accompagnée d'Estelle Baron, qui est directrice conduite projet de territoire et donc qui est l'experte de notre réseau Solia, une des expertes sur la question des copropriétés et de la paupérisation des copropriétés, et donc qui complétera, si vous le voulez bien, mes propos et pourra affiner les réponses. En tous les cas, nous vous remercions pour l'invitation à cette audition.
Et peut-être avant de répondre plus précisément aux questions que vous nous avez posées, juste vous rappeler en quelques chiffres ce qu'est le mouvement Solia et quelle est notre action en direction des ménages mal logés. Aujourd'hui, notre réseau est constitué de 124 associations réparties sur l'ensemble du territoire métropolitain et outre-mer également. Nous œuvrons au quotidien pour permettre à chacun de disposer d'un logement abordable, économe en énergie et adapté. Les 3665 salariés du réseau sont engagés dans notre réseau, accompagnent à peu près 2500 ménages par an. Et nos actions se traduisent au travers de différentes formules d'intervention. D'une part, on a des structures qui produisent du logement très social. On fait aussi pas mal de gestion locative, sociale, de la gestion de structures collectives type pension de famille, CHRS, habitat inclusif aussi pour les seniors, l'accompagnement social bien évidemment, et on y reviendra puisque c'est sans doute là aussi un des éléments les plus importants, en tous les cas, un des apports dans l'articulation que vous évoquiez et la place des associations dans les dispositifs et l'articulation et la coordination au niveau des territoires sur l'intervention auprès des copropriétés et des copropriétaires. On intervient également dans l'accompagnement des collectivités locales dans la définition et la mise en place de programmes de rénovation de l'habitat. On intervient dans l'accompagnement des particuliers dans leurs projets de rénovation et d'adaptation de logements. Et enfin, on intervient dans l'accompagnement de copropriétés et de copropriétés saines ou dégradées. J'y reviendrai. À ce titre, ce sont plus de 1000 copropriétés, soit 60 000 habitants, qui ont été accompagnés l'année dernière par les associations de notre mouvement. Nous intervenons à la fois sur les territoires très urbanisés, mais également sur des territoires plus ruraux. Nous intervenons selon des modalités variées, comme je l'évoquais, à la fois sur de la prévention, la veille et observation ou des POPAC, sur l'accompagnement à la réalisation de travaux, tant sur des copropriétés saines pour de la rénovation énergétique que sur des copropriétés fragiles, des copropriétés qui ont entre 8 et 12% d'impayés. On intervient également par un accompagnement au redressement ou à la lutte contre l'habitat indigne dans le cadre de copropriétés dégradées en centre ancien, mobilisant les outils incitatifs et coercitifs ou au sein de copropriétés en difficulté. Accompagner une copropriété par les associations que nous représentons aujourd'hui, dans l'estimation qu'elles font d'un accompagnement, ça prend en moyenne 3 à 5 ans pour accompagner une copropriété entre le moment où on a la première démarche et le moment où on finit par se retirer. Et tout l'intérêt et l'importance et en tous les cas, ce qu'on promeut beaucoup au niveau de notre réseau, c'est de pouvoir mobiliser, et c'est, je pense, la force d'une structure comme celle que nous représentons avec Estelle Baron, c'est la mobilisation et la capacité à faire intervenir des équipes pluridisciplinaires, qui sont capables de proposer à la fois un accompagnement technique qui est spécialisé sur les copropriétés, voire sur la lutte contre l'habitat indigne, mais également un accompagnement financier et juridique qui est fondamental dans ces cas-là, un accompagnement à l'analyse de la gestion et au redressement des copropriétés, et enfin, et non des moindres, un accompagnement social avec tout ce que ça recouvre, également d'accompagnement sur le relogement d'une partie des ménages qui est nécessaire. Ce propos liminaire un peu long, et je m'en excuse pour vous illustrer la diversité des expertises terrain développées par le mouvement Solia et qui m'amène à insister sur 3 points. Le premier, c'est de rappeler qu'il faut sortir de l'idée reçue selon laquelle une copropriété est en difficulté parce que ses occupants sont pauvres. Une copropriété en difficulté est une copropriété qui n'est pas en état de fonctionner et qui, dans la mesure où les ménages solvables ont la possibilité de partir, devient une solution de repli ou un piège pour des ménages propriétaires occupants ou locataires pauvres. La paupérisation de la copropriété est une conséquence de dysfonctionnement et non la cause. Preuve en est, dans les quartiers de la politique de la ville, certaines copropriétés accueillent des ménages modestes et sont très bien gérées.
Mais au fur et à mesure de l'aggravation des dysfonctionnements que je viens d'évoquer, mauvaise maîtrise des charges, augmentation des charges, les ménages les plus solvables préfèrent vendre et sont remplacés par des ménages sans autre solution de repli, comme je l'évoquais, à savoir soit des copropriétaires pauvres qui n'ont pas de capacité, de possibilité de revendre leurs biens parce qu'il est trop dévalorisé et qu'ils n'ont pas de solution pour partir ailleurs, soit également des locataires à faibles ressources financières qui n'arrivent pas à accéder à du logement social. En effet, les bailleurs sociaux ont des barèmes de solvabilité qui sont parfois et souvent incompatibles avec les ménages les plus précaires et les ménages aux plus faibles ressources financières. Et aujourd'hui, les ménages qui ne remplissent pas ces barèmes de solvabilité ou qui restent longtemps sur des listes d'attente finissent par trouver refuge dans un parc social dégradé dans lesquels... pardon, pas parc privé, merci social Estelle. Oui, ils auraient dû accéder à du social, parc privé dégradé, et notamment dans les copropriétés. Le deuxième point sur lequel je souhaitais insister, et vous l'avez évoqué, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a des cadres législatifs et réglementaires qui existent, notamment ceux apportés par la loi SRU et par la loi ALUR, qui sont globalement adaptés aux enjeux. Alors bien évidemment, on peut toujours avancer, on peut toujours faire mieux, mais notre idée aujourd'hui, et le propos qu'on souhaitait évoquer, c'est de dire qu'on n'a pas besoin de repartir d'une page blanche. Il y a déjà des choses qui existent, mais qui aujourd'hui ne sont pas forcément, ne vont pas au bout de l'ambition qu'elle pouvait avoir initialement dans la loi, ou qui sont mal coordonnées. Et on y reviendra, et Estelle Baron pourra y revenir, mais effectivement, pour nous, la prévention en amont et la coordination sont les deux priorités. Il faut aller au bout de ce que la loi ALUR a pu instaurer, et notamment en termes de prévention pour les acheteurs sur les enjeux de l'achat en copropriété. Prolonger également la réflexion qui a été initiée par la loi ALUR sur le droit d'usage et qui n'a pas été aujourd'hui jusqu'au bout, en calibrant le fonds de travaux afin de valoriser les travaux déjà réalisés et de préparer le financement des travaux à venir. Et comme je l'évoquais, on a aussi des enjeux de coordination. En tous les cas, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a ce manque-là de coordination et de suivi opérationnel entre les acteurs qui interviennent autour de la copropriété, qui ont aujourd'hui des compétences et qui exercent dans des disciplines qui n'ont pas l'habitude de se coordonner, pas l'habitude de se parler. Et nous, on serait très favorable à ce que des dispositifs de coordination type PDLHI puissent être mis en place au niveau des territoires, idéalement des départements. Mais voilà, en tous les cas, d'imaginer, alors l'enjeu n'est pas d'empiler des dispositifs à des dispositifs, des programmes à des programmes, mais à un moment de voir peut-être comment on pourrait mieux articuler ou s'insérer ou insérer la problématique des copropriétés dégradées dans les espaces de coordination qui existent déjà. Et enfin, et je l'évoquais dans mon propos liminaire, mais se redire qu'il est important de ne pas considérer la question de la paupérisation des copropriétés de manière esselée. Ce n'est pas un sujet qui est déconnecté du reste, et notamment du sujet, comme j'ai pu l'évoquer, de la production et de la mise à disposition d'une offre de logement social, notamment, et on le redit avec force, pour les ménages qui sont aujourd'hui financièrement les plus en difficulté. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs, merci beaucoup pour cette audition qui effectivement tombe dans une actualité parlementaire chargée de ce point de vue-là. À la Fondation Abbé Pierre, nous avons également publié notre 29e rapport sur l'état du mal-logement le 1er février dernier, avec un chapitre qui était consacré à l'habitat indigne. Évidemment, la question des copropriétés en faisait partie au premier chef. Ce qu'on a essayé de montrer, comme d'habitude, c'était de donner la parole aux personnes qui sont victimes de ce type d'habitat et qui sont piégées dans ces copropriétés, qu'il s'agisse de propriétaires occupants ou de locataires, et d'essayer d'aller au-delà des aspects les plus techniques. Et c'est vrai que c'est un sujet qui appelle une technicité très forte, notamment législative, mais aussi de montrer, voilà, au-delà parfois des manques législatifs, mais on a quand même un arsenal qui est quand même bien fourni. Voir sur le terrain quelles sont les failles dans la mise en œuvre des droits des personnes qui sont concernées.
On a voulu également, pour parler de l'habitat indigne dans les copropriétés, et essayer d'aller au-delà des cas les plus spectaculaires et les plus connus finalement. Vous avez auditionné, je crois, Olivier Klein de Clichy-sous-Bois. On connaît bien les grandes coprodégradées du nord de Marseille, de Grigny 2, etc. C'est des cas emblématiques et dramatiques. On peut parler du centre-ville de Marseille également. Mais quantitativement, on a aussi des milliers de petites et moyennes copropriétés assez anonymes, derrière des façades là aussi assez invisibles, et des personnes qui voient leur situation se dégrader. Donc tout l'enjeu, c'est de pouvoir prévenir la dégradation de ces copropriétés avant qu'il soit trop tard et qu'une action coercitive, extrêmement longue et difficile et coûteuse pour les pouvoirs publics soit nécessaire. Et parfois c'est nécessaire, mais évidemment tout l'enjeu est de s'adapter à ça. Et la difficulté qu'on a, c'est ce paradoxe entre une montée du confort moyen des logements en France et puis malgré tout l'impression justifiée que le nombre d'habitats indignes dans des copropriétés ne baisse pas vraiment. Alors on a un problème un peu à la fois de repérage et de quantification, mais le registre des copropriétés peut-être pourra nous permettre d'y voir plus clair dans quelques années. Mais il y a un côté frustrant pour les acteurs du secteur qui en réalité ne montre pas l'inutilité de toutes ces actions, mais l'insuffisance par rapport à un flux de dégradation de certaines copropriétés qui vient quelque part égaler le flux de résorption des copropriétés dégradées. Et je pense qu'il faut justement s'attaquer à la fois à la résorption des copropriétés en difficulté ou dégradées et prévenir de l'autre côté. Ce flux, il est de plusieurs ordres. C'est un flux géographique. On a vu par exemple quand la mairie de Paris, avec des moyens qui sont ceux de la mairie de Paris depuis une vingtaine d'années, a réussi à résorber en partie l'habitat indigne avec des plans de rachat massif, d'identification de 2000 immeubles sur 2 décennies. On a vu, parce qu'il y a une demande quelque part pour de l'habitat, y compris de l'habitat indigne faute de mieux, on voit ce flux se reporter en première couronne, puis en deuxième couronne, à mesure que des dispositifs se déploient en première couronne, avec pour le coup des copropriétés beaucoup plus difficiles à repérer parce qu'ils sont plus loin des centres-villes. On voit également dans les facteurs justement de dégradation des facteurs sociaux, purement sociaux, et l'habitat indigne, notamment en copropriété, c'est la rencontre entre une dégradation d'un bâti et puis des parcours de ménage qui sont en difficulté et qui, comme Juliette Lagagnier l'a bien souligné, sont attirés par des copropriétés qui font partir, parfois volontairement, dans le cas de marchands de sommeil, les ménages les plus solvables pour attirer, parce que c'est le modèle économique du marchand de sommeil, est justement d'attirer des personnes à faible revenu et à faible droit, souvent, pour pouvoir trouver des clients, des locataires, sans avoir à régler les charges et à entretenir ou rénover le bâti. Donc il faut voir que ces flux contradictoires qui tendent à s'égaler s'inscrivent dans une crise du logement, dans une pénurie de logements et dans une précarisation de certains publics, évidemment pas tous, et on ne peut pas passer à côté de ça, notamment la question de cette précarité administrative qui touche peut-être 700 000, 800 000 personnes et qui sont évidemment des proies faciles des marchands de sommeil, et il serait assez illusoire de penser qu'on peut, par une action sur le bâti simplement, pouvoir résorber ces causes structurelles qui expliquent que l'habitat indigne dans les copropriétés n'est pas un stock à résorber une fois pour toutes, mais un flux, et qui n'appartient pas au passé, mais qui est sans doute encore devant nous, parce que je l'ai dit, il y a cette question de la précarité administrative, de la pauvreté. On a eu 500 000 personnes en situation de pauvreté supplémentaire en 2022, la pénurie de logements, et on voit qu'elle s'aggrave, pénurie de logements sociaux. Des flux géographiques, c'est pas simplement des immeubles qui se dégradent, c'est parfois des quartiers entiers. Et donc c'est heureux de voir que cette déperdition de certains centres-villes, de villes moyennes, a été bien appréhendée par les pouvoirs publics depuis maintenant une dizaine d'années, et que des plans se mettent en place, mais on voit que c'est souvent insuffisant par rapport à des phénomènes de marché qui sont plus structurels et plus difficiles à enrayer. On voit également des phénomènes plus, on va dire, de long terme, comme le changement climatique, qui viennent
à long terme dégrader, fragiliser des bâtis s'il n'y a pas une action plus volontariste qu'auparavant. Je pense notamment aux vagues de chaleur, à la question des retraits gonflements argileux, les inondations, etc. Ça a déjà, et ça aura des répercussions sur la qualité du bâti de certaines copropriétés. Et puis ce qu'on a vu beaucoup dans le rapport, c'est des professionnels de l'immobilier, certains professionnels évidemment, qui ne jouent pas leur rôle, qui sont peu contrôlés, parfois peu formés, parfois peu scrupuleux également, et qu'on retrouve à toutes les étapes de la gestion immobilière, depuis les promoteurs jusqu'aux bailleurs privés, en passant par les syndics, etc., les notaires, parfois les artisans. Et donc il y a un besoin dans toute cette chaîne, au-delà des règles, il y a un besoin de contrôle de ces règles. Et on a vu beaucoup de copropriétés, même neuves ou quasiment neuves, déjà dégradées parce qu'il y avait des malfaçons, parce qu'il y avait des agents immobiliers qui n'accompagnaient pas la réception des travaux et puis qui ne répondaient pas tout simplement soit aux locataires, soit des syndics qui ne répondent pas aux copropriétaires. On l'a vu par exemple au Pays Basque, une mobilisation sur une copropriété, donc dans une petite ville comme Bayonne, une résidence livrée en 2019, avec déjà des moisissures, des meubles qui s'abîment, etc., des troubles respiratoires, et des promoteurs qui multiplient ce type de construction peu chère un peu partout, sans solution. Donc par rapport à ça, on pense vraiment que la solution, enfin il y a forcément des améliorations législatives, mais que vraiment c'est l'ingénierie qui manque aux collectivités locales notamment, parce que évidemment elles sont en première ligne et c'est bien normal, pour pouvoir venir à bout de ces troubles-là. Et donc ce qui manque, c'est beaucoup d'accompagnement des ménages, qu'ils soient des propriétaires occupants, des locataires, de repérage de ces situations-là. Donc nous, on finance certaines associations qui font de l'accompagnement aux droits liés à l'habitat. C'est très long et c'est à la fois le rôle des collectivités et des associations, parce que l'association peut avoir aussi, en tant que tiers finalement parfois de confiance, un peu plus indépendant, ou vu comme indépendant parfois qu'une collectivité locale, peut accompagner des ménages sur le long terme. Et ce sont des accompagnements qui coûtent cher, qui sont souvent mal financés par la puissance publique. Donc c'est pour ça que la Fondation Abbé Pierre parfois vient renforcer ces tours de table. Pour faire du repérage, je pense notamment à l'association des locomoteurs dans le Maine-et-Loire qui va au-devant des ménages, par exemple au sein d'une OPA, des personnes qui sont en non-recours ou qui ont la méconnaissance des droits, des dispositifs, à partir de pairs finalement, de voisins, d'instituteurs qui vont au-devant des personnes pour leur expliquer leurs droits. C'est aussi l'accompagnement des locataires qui sont souvent dans un rapport de force inégal avec leurs propriétaires, et donc notamment en région parisienne, la Fondation Abbé Pierre accompagne directement des ménages, y compris au contentieux, parfois contre l'État, souvent contre les propriétaires bailleurs. Et ça aussi, on aimerait que ce type de dispositif soit reproduit ailleurs et ne repose pas que sur le financement propre du monde associatif, mais puisse être déployé par les collectivités avec le soutien de l'État, parce qu'on sait que ça prend beaucoup de temps et qu'il y a des intimidations parfois pour faire un accompagnement collectif quand c'est nécessaire, quand il y a plusieurs locataires qui sont victimes d'un même marchand de sommeil. Et puis alors, quand on dit marchand de sommeil, c'est pas simplement les cas les plus caricaturaux, mais c'est aussi parfois des bailleurs indélicats ou en difficulté parfois, mais voilà, c'est pas forcément des grands délinquants, ça peut être vraiment des marchands de sommeil, on va dire, moyens, anonymes, et donc des associations comme l'Alpil à Lyon, l'Ampil à Marseille, etc., ont permis de faire reculer concrètement l'habitat indigne dans ces villes-là, mais qui sont des petites associations. Donc il y a vraiment un besoin de renforcer ces structures-là. Et puis les collectivités locales aussi sont souvent bien démunies pour faire juste appliquer la loi. Et on le voit avec les services d'hygiène qui sont peu financés, avec des forfaits de la part de l'État qui n'ont pas été revalorisés parfois depuis 50 ans. Et donc ça repose beaucoup sur les ressources et le volontarisme éventuel des collectivités, avec des inégalités très fortes. On voit qu'une ville comme Saint-Denis est obligée de tripler le montant de la dotation de l'État pour son service d'hygiène, parce que les besoins sont énormes. Mais la ville de Saint-Denis est une grande ville qui connaît bien l'habitat indigne depuis longtemps. Ce n'est pas le cas de beaucoup d'autres villes moyennes, petites villes, ou parfois des élus locaux pour qui ce n'est pas une priorité, où ils ont d'autres priorités. Et donc avoir un renforcement financier avec du personnel sur le terrain pour faire des visites à domicile, pour accompagner les ménages, y compris les ménages pour qui parfois c'est difficile parce qu'ils n'ont pas accès à tous leurs droits, etc. etc. C'est vraiment ça le cœur du sujet. Alors ça peut avoir des répercussions législatives. On a fait passer un amendement dans la loi immigration
qui prévoit, qui n'est pas parfait, mais qui prévoit à l'article 55 que les personnes en situation irrégulière puissent être dotées d'un titre de séjour quand elles portent plainte contre leur marchand de sommeil, un peu sur le modèle de la traite des êtres humains, sauf que ça s'arrête, cette régularisation, à la fin de la procédure. Et donc on voudrait que ça aille plus loin, un peu comme pour la traite, et que quand vous êtes reconnu par la justice, victime, vous ayez une carte de séjour de 10 ans, parce qu'on sait bien que cette précarité administrative est une arme toute trouvée pour les marchands de sommeil pour continuer dans l'impunité. On propose également une agence nationale des travaux d'office, parce qu'on voit bien que dans l'aspect coercitif est très peu utilisé par les collectivités locales, parfois par prudence, par peur, parfois de lancer des procédures contentieuses face à des propriétaires qui sont aussi des électeurs, qui sont aussi des personnalités locales, et c'est techniquement compliqué aussi, donc par peur d'avoir affaire à des interlocuteurs qui soient mieux formés que les services locaux. Il y a très peu de travaux d'office, très peu de procédures d'arrêté d'insalubrité, etc. Et donc il faudrait non pas faire à la place des élus locaux, des collectivités, mais avoir une agence nationale qui peut être au sein de l'ANA, on en a beaucoup parlé avec l'ANA et je pense qu'ils sont ouverts à cette question-là, pour équiper, doter d'un outillage un peu plus étoffé les collectivités qui voudraient prendre des travaux d'office mais qui n'osent pas parce qu'elles ne savent pas comment ensuite recouvrir les sommes, définir les travaux qui seraient pertinents, choisir les entreprises, etc. etc. Donc ça fait partie des propositions qu'on porte. On pense vraiment que c'est sur le terrain qu'il y a aujourd'hui des manques importants. Dans notre enquête, on a vu des territoires entiers, des départements ruraux, semi-ruraux, où des services sur l'habitat indigne sont extrêmement faibles, avec un secrétaire de commune pour 4 ou 5 communes qui évidemment ne va jamais se lancer dans des travaux d'office ou quoi que ce soit qui soit proche de ça. Et au final, les copropriétés dégradées sont invisibles faute de dispositifs pour les traiter. Si on n'a pas de personnes pour s'en occuper, évidemment, on fait semblant ou on ne les voit pas de manière tout à fait sincère. Donc on est aussi sensible à la place des locataires dans la gouvernance des copropriétés. Aujourd'hui, ils sont très souvent absents des AG de copro et on pense qu'il faudrait leur faire une place, évidemment sans remettre en cause le droit de propriété. C'est les propriétaires qui peuvent lancer, financer des travaux, c'est normal, mais les locataires ont une expertise d'usage et puis ils sont concernés au premier chef et donc devraient être davantage associés, invités aux AG de copro plus régulièrement. Également, on est inquiet de la naissance de nouvelles copropriétés dégradées à moyen terme dans les cas de vente de logements sociaux et de création de résidences mixtes. Même s'il y a on sait que les bailleurs sociaux ont une expertise à ce sujet de plus en plus, mais si on voulait multiplier ce type de vente HLM, on craint que dans des quartiers qui sont quand même souvent un peu dégradés, ce soit des propriétaires à bas revenus qui soient invités à devenir copropriétaires et que dans 10 ans, 20 ans, on retrouve des situations difficiles et que des immeubles HLM qui avaient pu être rénovés correctement ne puissent plus l'être parce qu'ils sont devenus des copropriétés. Et dernier point d'alerte également, on voit des résidences qui ont été financées via des processus de défiscalisation, alors peut-être pas encore les Pinel, mais les Robiens, les Celliers d'il y a une quinzaine d'années, qui sont déjà en difficulté parce que là aussi, en termes d'animation de la copropriété, ça repose beaucoup sur une défiscalisation par des ménages propriétaires bailleurs qui habitent parfois très loin et pour qui c'est juste un outil de défiscalisation et qui ne s'impliquent pas dans la vie de la copropriété. Donc on a devant nous quand même des facteurs d'inquiétude, même si on peut se féliciter du plan initiative copro, des orcodines, etc. Enfin, on sent que depuis 15 ans, la gauche et droite confondues, il y a eu une prise de conscience des pouvoirs publics sur l'enjeu de venir à bout de ces copropriétés dégradées. Peut-être je m'arrête là, j'étais un peu long. Merci. Merci beaucoup. Je vais me permettre juste de rebondir, ou en tout cas de vous interpeller sur deux questions, mais en lien avec les propos que vous avez tenus. Le première question, qui porte sur, vous l'avez dit très justement, il y a les grands cas, les grands sites, entre guillemets, emblématiques, tels que Grigny de Saint-Denis, etc. Et vous avez raison, aujourd'hui, on parle beaucoup de ces grands cas. Nous, dans le cadre de cette commission d'enquête, ce qui nous importe aussi, c'est d'évoquer justement toutes ces petites copropriétés
aussi bien dans les petites villes et dans les villes moyennes que dans les grandes villes d'ailleurs, puisque j'ai en tête, on en parlait encore récemment, la ville de Lille dans ma région, où on a des rues complètes de petites copropriétés. Ma question, c'est de savoir, de par votre expérience d'association, est-ce que vous voyez, vous, un phénomène différent finalement dans ces deux types de copropriétés, petites et grandes? Est-ce que les outils pour ces petites copropriétés sont suffisants? Alors vous avez parlé de plans mis en place aujourd'hui au sein des villes moyennes. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui? Même si j'ai entendu, vous avez pointé le doigt sur ce que nous partageons, on peut le dire aujourd'hui, sur le manque aujourd'hui de moyens humains, financiers. Et souvent, ce n'est pas un manque de volontarisme des petites villes et des villes moyennes d'agir, mais c'est vraiment une réalité. Mais est-ce que justement, vous avez évoqué quelques pistes, moi ça m'intéresse de vous entendre aussi sur aujourd'hui votre vision des choses et puis vos propositions là-dessus. Puis enfin, autre question, peut-être pour Solia, concernant les conditions de réussite. Vous avez parlé d'accompagnement de copro de 3 à 5 ans. Ce qui vous a permis, vous, aujourd'hui, d'obtenir des résultats, aussi bien en termes de méthodologie que de moyens, que de fonctionnement. Quand je parle de méthodologie, c'est les réseaux sur lesquels vous vous appuyez qui vous ont permis d'accompagner avec succès ces copropriétés qui étaient donc en difficulté. Je vous remercie. Sur les petites copropriétés, je laisserai la Fondation Abbé Pierre éventuellement compléter par leur retour de terrain. Il y a effectivement vraiment une dimension particulière à envisager pour les petites copropriétés, parce qu'il faut avoir en tête qu'elles sont configurées de telle sorte que l'économie d'échelle n'est pas du tout la même pour une petite copropriété. Donc quand on parle de travaux de rénovation sur une grosse copropriété, les travaux sont beaucoup plus impactants à l'échelle de l'immeuble, mais à la quote-part, par logement, on va avoir un effet d'échelle qui fait que le ravalement, la toiture, ne va pas représenter le même investissement par copropriétaire. Donc sur les petites copropriétés, on va avoir un effort financier pour aboutir à des travaux de rénovation qui vont être conséquents. D'autant plus que quand on parle de petites copropriétés, on parle aussi souvent de centres anciens, d'habitats anciens, et donc de traitement en termes de rénovation qui va aller chercher une technicité ou des matériaux biosourcés qui vont être plus chers et plus coûteux à la mobilisation par rapport aux grands ensembles des années 50-70, comme on en voit beaucoup aujourd'hui, qui embarquent une rénovation énergétique assez facilement et avec une capacité à isoler par l'extérieur, à travailler sur des gains énergétiques assez facilement. Donc pour les petites copropriétés, l'effort financier va être conséquent pour chacun des copropriétaires et le gain, le potentiel de rénovation ne va pas amener forcément un gain économique très important en termes de maîtrise des consommations. On a d'ailleurs du mal à atteindre les fameux 35% de gains énergétiques qui sont aujourd'hui attendus pour obtenir le ticket entre guillemets de financement pour la rénovation énergétique sur ces petites copropriétés. En plus, il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, les politiques publiques ont pris en compte la rénovation énergétique de façon très importante. Pour la première fois, les copropriétés, quelles que soient les copropriétés, sont aidées dans le diffus. N'importe quelle copropriété aujourd'hui peut être aidée pour faire sa rénovation énergétique. Mais quand on traite du logement à notre échelle, on traite de l'habitat dans sa globalité. Et en fait, aujourd'hui, on ne sait pas faire de la rénovation énergétique sur un habitat dégradé. Donc, quand on travaille sur l'amélioration de l'habitat, on a forcément un retard d'entretien à accompagner avant de pouvoir améliorer énergétiquement l'immeuble. Donc pour les petites copropriétés, on a à la fois un retard d'entretien et à la fois un potentiel de rénovation énergétique qui n'atteint pas les fameux 35%. On a des outils financiers aujourd'hui qui ne sont pas suffisants pour répondre aux enjeux. Donc effectivement, on a déjà cette économie d'échelle qui va être impactante pour les petites copropriétés. On a aussi la question des intervenants qu'on va pouvoir mobiliser sur ces copropriétés. Trouver un syndic professionnel compétent, mobilisé, disponible pour une copropriété de 5 logements, c'est soit difficile, soit très cher. Donc effectivement, on va avoir, alors c'est ce que nous apprend aussi le registre d'immatriculation de la copropriété. Il y a beaucoup de copropriétés qui ne sont pas immatriculées puisqu'on sait de fait qu'elles ne sont pas gérées ou pas très bien gérées ou gérées de façon
bénévole ou de façon non professionnelle, et on n'a pas forcément tous les indicateurs qui nous remontent pour avoir les éléments, les indicateurs de prévention suffisants pour connaître la situation réelle de ces copropriétés à travers les éléments du registre, par exemple. Donc on a aussi une difficulté à aller chercher les bons intervenants, donc les professionnels en termes de gestion, et puis après les professionnels en termes d'intervention pour faire des travaux. On est aussi régulièrement sur des territoires détendus, donc on n'a pas forcément beaucoup de professionnels, et c'est plus difficile d'intéresser un professionnel à venir faire un ravalement sur une copropriété de 5 ou 10 logements que sur une copropriété de 50 ou 120 logements, puisque l'ampleur du programme de travaux ne sera pas le même, et que le niveau de négociation et la capacité financière des copropriétaires sera certainement beaucoup plus critique. Donc voilà, on a cette réalité-là. Il faut savoir que dans les secteurs détendus aussi, si on parle des petites copropriétés, la copropriété n'est pas le parcours résidentiel souhaité ou idéal des habitants. On est sur des territoires détendus où la facilité, enfin le secteur résidentiel le plus recherché, ça va être le pavillon. Donc la copropriété, dans ces petits territoires détendus, voilà, c'est forcément un peu déjà un habitat de relégation pour certains habitants. Ça peut être une question de se rapprocher d'un centre urbain et une possibilité d'avoir accès à certains centres, mais ça peut être aussi dans des conditions d'habitat qui ne sont pas à la hauteur des conditions de confort et du niveau d'entretien de rénovation qui va être attendu. Donc voilà, on a des effets qui vont se cumuler entre la difficulté d'accès aux aides, le poids réel des travaux, y compris si on arrive à embarquer de la rénovation énergétique, et indépendamment de ça, un retard d'entretien et un centre ancien qui fait qu'on va avoir des complexités d'entretien qui vont être souvent plus importantes et plus pesantes financièrement. Et potentiellement des petits espaces aussi dans les centres anciens, des petits espaces qui vont aussi générer une occupation, soit une occupation plus difficile, soit des ménages de plus petite taille et des personnes peut-être plus modestes qui vont avoir du mal à supporter l'effort d'entretien attendu sur ces petits immeubles. Merci. Oui, pour compléter, effectivement, il y a cet effet d'échelle sur les petites copropriétés qu'on trouve moins. Il y a d'autres avantages. Ça peut être une gouvernance qui peut être plus maniable, plus flexible que dans des très grandes copros. On parlait de Grigny 2. À l'origine, Grigny 2, il y avait, je crois, 5000 logements dans une copro. Ils faisaient des AG de copro dans des stades. Donc forcément, pour prendre des décisions, c'était compliqué. Donc il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'actions un peu invisibles qui sont moins spectaculaires que des actions de rénovation, de réhabilitation de grande ampleur, mais d'animation de la gouvernance des copropriétés, notamment des petites et des moyennes copropriétés, où là, c'est vraiment le tissu associatif qui peut venir aider des copropriétaires à gérer bénévolement leurs petites copropriétés. On a beaucoup d'exemples d'expérimentations qui sont efficaces de ce point de vue-là. On a aussi une expérimentation qui se met en place par l'ADIL dans l'Orne et dans d'autres départements où justement il n'y a pas des grandes copropriétés spectaculaires, qui met en place des équipes mobiles pour aller au-devant des copropriétaires, pour leur expliquer les dispositifs, la gouvernance des copropriétés. Et c'est un peu comme sur la prévention des expulsions locatives. Nous, c'est une action qu'on a beaucoup menée avec des associations, et voir que les ADIL, avec le réseau de l'ANIL sur le territoire, essaient de reproduire ça, avec évidemment des budgets qui vont avec. C'est un espoir de justement aller au-devant des ménages qui en ont besoin, avant que ça se dégrade. Et en termes de prévention, l'application, ne serait-ce que la connaissance des fonds de travaux qui ont été prévus par la loi Allure et qui sont souvent assez peu respectés, permettrait de dégager des budgets bien en amont, avant la dégradation des logements. Et puis aussi, on parlait de rénovation énergétique, il y a quelque chose qui aujourd'hui n'est pas très cohérent, c'est avec la mise en place des obligations de rénover les logements locatifs considérés comme des passoires à différentes échéances, 2025-2028, s'appliquent dans des copropriétés simplement pour les propriétaires bailleurs et pas pour les propriétaires occupants. Et c'est vrai que ça crée quelque chose d'assez incohérent, parce que souvent c'est à l'échelle de la copropriété, de l'immeuble, qu'on peut le gérer. Et donc nous, on serait favorable, comme la Convention citoyenne pour le climat l'avait été, à avoir des obligations qui portent sur l'immeuble entier et pas simplement sur les propriétaires bailleurs, avec des échéances qui soient raisonnables évidemment, et que par exemple au moment du ravalement de façade,
façade, qui est pareil, hein, qui constitue des travaux obligatoires à mener, qui ne sont pas simples, et à embarquer des travaux de rénovation énergétique. C'est déjà ce qui devrait se faire à bien des moments, et ça permettrait de ne pas attendre la dégradation du logement. Et puis on parlait des forfaits de l'ANA pour les copros, pour MaPrimeRénov'. Là aussi, ça a été augmenté et c'est vraiment le bienvenu. Après, il faut voir que dans certaines configurations, pour des ménages modestes, ce sont des aides qui sont insuffisantes avec un reste à charge qui reste important. Et donc, on vient souvent à la Fondation combler ces restes à charge, chercher différents financeurs. Et parfois, ça bloque des travaux parce que vous avez des propriétaires occupants modestes ou moyens qui n'ont pas les moyens de mettre 10 000, 15 000 euros pour financer les travaux. Et donc, ça bloque tout le monde. Et on s'aperçoit qu'il y a eu, et c'est très bien, un rehaussement également pour les logements individuels des aides de l'ANA pour la rénovation énergétique. Et on s'aperçoit en termes d'équité que des ménages intermédiaires, on va dire, ont plus d'aides de l'ANA pour faire de la rénovation énergétique dans des maisons que des ménages modestes dans des copropriétés. Donc il y a sans doute quelque chose à rééquilibrer un petit peu, et donc il y a des nouveaux barèmes qui sont en place, donc il faudra évaluer tout ça, mais il est quand même probable que les coûts des travaux de rénovation énergétique en copropriété ont beaucoup augmenté ces derniers temps, et que même une revalorisation des barèmes ne s'avérera pas suffisant, d'autant plus qu'on a non seulement la rénovation énergétique, mais parfois il faut la coupler, ça a été dit, avec des travaux de sortie d'insalubrité, sortie d'indignité, et puis d'adaptation aux vagues de chaleur, etc., adaptation au handicap, à la perte d'autonomie. Donc à la fin, tout ça mis bout à bout peut aboutir à des montants de travaux qui sont inaccessibles pour les ménages modestes. Voilà. En précisant bien, effectivement, pour abonder dans ce qui vient d'être dit, que les financements aujourd'hui de MaPrimeRénov' sont des financements sur la rénovation énergétique. Donc effectivement, tout le volet qui est souvent incontournable dans ces copropriétés d'entretien global n'est pas forcément pris en considération, ce qui fait porter des restes à charge effectivement très importants pour les ménages, puisque les 25% d'aide vont venir se calculer uniquement sur les travaux considérés comme étant de la rénovation énergétique. Demain, si vous devez refaire une toiture, effectivement, vous allez refaire la toiture, vous allez embarquer une amélioration énergétique, mais le coût des travaux va être porté énormément par la réfection de la toiture. Et aujourd'hui, on va considérer que la partie isolation relève de la rénovation énergétique, mais on ne va pas considérer que toute la réfection de la toiture rentre dans les travaux dits embarqués qui seraient nécessaires pour la rénovation énergétique. Donc il y a aussi une logique qui distingue aujourd'hui le financement de l'habitat dégradé, qui aujourd'hui est prévu dans un cadre d'intervention avec un dispositif programmé qui est possible et qui est tout à fait intéressant. Et on va pouvoir embarquer une amélioration énergétique et maximiser les financements quand on fait de la rénovation énergétique, qui n'est aujourd'hui pas accessible dans le diffus. Alors c'est pas forcément, on le déplore pas forcément, l'accompagnement des pouvoirs publics est aussi intéressant quand on travaille sur l'habitat dégradé, mais effectivement on est face à une ampleur de dégradation de copropriétés qui fait qu'on ne peut pas traiter aujourd'hui l'ensemble des copropriétés concernées par ces dispositifs-là, et effectivement la question du repérage des moyens est forcément mise en avant quand on s'intéresse aux copropriétés dégradées, notamment aux petites copropriétés qui coûtent à la fois plus cher en travaux, à la fois plus cher en ingénierie d'accompagnement. Et un dernier mot peut-être sur la question des petites copropriétés, c'est aussi leur configuration. Il faut savoir que sur les petites copropriétés, vous avez aussi des commerces en pied d'immeuble bien souvent, qui sont gros porteurs de tantièmes de charges en copropriété et donc qui pèsent très fort dans le poids des décisions en assemblée générale et du financement des travaux, et qui n'ont pas forcément le même bénéfice en termes de travaux, puisque la configuration des commerces fait que les questions d'économie d'énergie ne vont pas les impacter de la même façon, avec les mêmes considérations. Et donc ça va forcément bloquer. Et puis l'autre difficulté sur certains territoires, c'est que si on n'a pas une majorité de propriétaires de résidence principale dans les immeubles, on sort du champ d'intervention de l'ANA. Donc quand on a une majorité de tantièmes qui est détenue par des commerces dans une petite copropriété, ou une partie des logements qui sont vacants, puisqu'on est sur des habitats qui sont peu valorisés, donc on a peu de propriétaires occupants, ces propriétaires occupants sont en difficulté pour réaliser des travaux au niveau collectif. Ils n'ont pas d'outils vraiment pour traiter leur situation par des travaux privatifs. La solution technique vient du collectif, mais le collectif ne rentre pas dans les critères aujourd'hui d'aide et d'accompagnement, puisque cela ne relève pas uniquement de la résidence principale. Et donc, on n'arrive pas à mobiliser les outils existants pour les petites copropriétés qui ne sont pas en majorité en résidence principale. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Marianne Margaté, rapporteure sur cette commission d'enquête. Merci.
Merci pour cet échange et qui, en effet, est très, pointe vraiment ce qui nous préoccupe sur la question des petites copropriétés et aussi sur la manière dont les communes moyennes ou plus petites peuvent s'en saisir, parce que dans les exemples qu'on entend depuis qu'on a commencé les auditions, c'est vrai qu'il y a eu des démarches importantes menées par des villes au-delà de Grigny, Clichy, qui se mettent, des métropoles ou des villes importantes comme Nantes, Quimper, qui prennent les choses à bras-le-corps. Mais on voit bien que on a aussi ça peut passer sous les radars de communes plus moyennes, et je trouve très intéressant toutes ces expériences que vous décriviez sur le terrain, en fait, parce que je pense que autant ça, parce que ça éveille, ça fait prendre conscience à chacun à tous les niveaux, et ce travail de terrain extrêmement précis peut en effet être un bon, un bon exemple pour le déployer plus largement, parce que je pense qu'on est aujourd'hui au début d'un phénomène, enfin pas au début, mais en tout cas une prise de conscience qui a lieu déjà depuis quelques années, mais un phénomène qui va s'amplifier, dont on mesure assez mal l'ensemble des effets. Moi, je voulais, vous en avez un peu parlé, mais de manière incidente, sur le plan initiative copropriété qui est aujourd'hui à mi-parcours, sur comment est-ce que vous, il y a des points au vu de ce qui nous préoccupe comme objet, est-ce qu'il y a, quel bilan vous en tireriez sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qu'il faut conserver, sur cet aspect-là. Et sur la question de la gouvernance des copropriétés paupérisées, sur les questions de gouvernance, comment ça contribue les problèmes de gouvernance contribuent à la paupérisation des copropriétés, et votre intervention, est-ce qu'elle permet de contribuer à son redressement, et quels sont les outils dans ce cas-là et les bonnes pratiques que vous avez pu mettre en œuvre? Merci. Alors sur le plan initiative copropriété, typiquement, on est sur les dispositifs programmés. Donc effectivement, c'est à partir du moment où il y a eu un repérage, il y a eu une situation qui a été portée à connaissance des collectivités. Les collectivités ont pu enclencher un dispositif d'intervention pour accompagner le redressement de la copropriété. Donc effectivement, aujourd'hui, on est dans des dispositifs qui commencent à vraiment prendre toute leur ampleur, puisqu'on ne va pas uniquement traiter l'intervention par l'entrée technique, on ne va pas uniquement traiter l'intervention par l'accompagnement social. On va regarder toutes les dimensions de l'immeuble et l'accompagner aussi dans son redressement, au fonctionnement et à sa bonne santé financière. Donc ça, c'est des outils qu'on connaît, qu'on maîtrise depuis très longtemps maintenant, sur l'accompagnement au redressement du financier, au-delà du technique et du social. Il y a des outils très intéressants qui ont été justement valorisés par le plan initiative copropriété, notamment l'aide à la gestion, qui est aujourd'hui un outil très intéressant pour demander au syndic de faire un effort de gestion plus important sur une copropriété qui en a besoin. Mais sachant que cette copropriété est en difficulté, on va aider cet effort d'implication et d'investissement qu'on va demander au syndic pour que ça ne coûte pas plus cher à la copropriété, mais que ce soit subventionné en partie par les pouvoirs publics. Alors ça fait un peu écho à ce qui était soulevé tout à l'heure sur la difficulté parfois à travailler avec les professionnels, ou sur le fait que des professionnels ne soient pas toujours à la hauteur des enjeux d'intervention. Il faut savoir qu'on est incapable de travailler aujourd'hui sur une copropriété sans le concours du syndic et des habitants. Le syndic est un maillon essentiel au redressement de la copropriété, et plus il est valorisé dans son rôle, et plus il est aidé dans sa capacité à investir une gestion de qualité et une gestion avec des compétences associées, plus on va être capable d'embarquer un redressement intéressant et pérenne de la copropriété. Donc cette aide à la gestion, elle permet cet effort et cette valorisation de ce métier difficile et indispensable au redressement des copropriétés, et elle nous permet éventuellement d'aller chercher des syndics qui vont déployer des outils, des qualifications, des certifications de métiers éventuellement, qui vont être rassurantes et cadrantes et vont nous permettre de nous appuyer sur un cadre beaucoup plus sécurisé, et éventuellement d'aller chercher des syndics pour répondre à un manque d'offres de services sur un territoire ou sur certains secteurs ou pour certaines copropriétés. Aujourd'hui, on n'a pas encore complètement ces outils-là.
Il y a des initiatives aussi qui sont mises en œuvre. Alors, j'imagine que vous avez en tête le syndic d'intérêt général qui a été évoqué dans la loi en cours. On est évidemment intéressé pour voir ce qui va aboutir sur cet aspect-là, mais attention, il y a des initiatives qui existent. Alors, attention à deux aspects. Le syndic, c'est un métier en propre. Il y a beaucoup de bailleurs sociaux et quelques collectivités qui ont pu réfléchir déjà et qui ont eu des initiatives dans ce sens-là. C'est pas un métier qui s'improvise. Il y a une complexité de gestion et une difficulté aussi pour les gestionnaires de copropriété d'être dans un rapport pas toujours très valorisé auprès des copropriétaires, mais avec un maillon quand même essentiel, encore une fois, au bon fonctionnement qui fait qu'on a vraiment besoin d'eux. Donc après, c'est des métiers qui font appel à une grande technicité, à une grande diversité aussi de compétences. Il faut être compétent sur la comptabilité, sur l'assurance, sur le gardiennage d'un immeuble, sur le technique, sur la rénovation de l'ascenseur, etc. Donc c'est vrai que c'est des métiers qui sont complexes, qui font appel à des logiciels métiers aussi un peu spécifiques. Et donc il y a des initiatives qui ont été prises par certains syndics, par certaines collectivités, qui aujourd'hui ont essayé de trouver des référentiels de qualité qui puissent servir de base de référence pour faire du syndic de qualité et proposer effectivement des contrôles et des référentiels un peu plus contraignants pour aller un peu plus loin que ce que proposent certains syndics de droit commun. Donc ça peut être une réflexion pour s'appuyer sur ces initiatives-là. Et après, le plan initiative copropriété, évidemment, il a été chercher beaucoup d'autres thématiques. On travaille par exemple de plus en plus sur les questions de GUSP, de gestion urbaine de proximité et sociale, dans les immeubles, donc cette interface entre l'espace public et l'espace privé. Et donc effectivement, quand on travaille sur une copropriété, à la fois on a l'échelle individuelle du logement, à la fois on a l'échelle collective de l'immeuble, le bon fonctionnement, on l'a dit tout à l'heure, l'animation du collectif, comment on fait fonctionner le collectif. Alors des fois, quand il est petit, on a des leviers d'animation qui sont très intéressants, mais des fois qui peuvent être aussi très difficiles, parce que dès qu'il y a des tensions, dans un petit collectif, ça peut être plus difficile de l'animer. Dans un gros collectif, on est dépassé par la taille et donc on n'a pas forcément des outils d'animation non plus très faciles. Comment on implique quelqu'un dans une copropriété pour comprendre ce qu'il vote quand il vote un budget prévisionnel, ce qu'il vote quand il vote un travaux, quand on sait qu'on est sur une copropriété de 800 logements et qu'on habite ici, mais on vote pour des travaux qui vont être faits dans le 5e bâtiment après le dernier virage. Donc voilà, il y a des logiques aussi d'animation du collectif qui sont très intéressantes à aller chercher. Mais aujourd'hui, on a quand même une réflexion qui est posée, une démarche qui est faite, mais des outils, des financements qui sont encore très faibles au regard de ce que les bailleurs sociaux sont capables de mobiliser sur leur parc social. Et donc, dans les mêmes quartiers, on va avoir des outils d'animation qui sont beaucoup plus complexes à mobiliser parce que les financements ne sont pas toujours capables d'aller pousser le financement de l'ingénierie sur tous ces volets, y compris sur l'animation et l'animation du collectif et la sensibilisation et l'accompagnement des copropriétaires à bien penser le collectif et à bien exister dans le collectif, éventuellement en lien avec l'ensemble des habitants, puisque effectivement les locataires sont aussi des habitants à part entière de ces ensembles immobiliers, même s'ils ne prennent pas part aux décisions. Mais on ne peut pas, par exemple, pérenniser une action publique si tous les occupants ne s'approprient pas un projet de rénovation dans sa dimension complète et si on a du vandalisme ou des dégradations qui arrivent dès les premières rénovations réalisées. Donc c'est vrai que cette question de l'animation, elle est très, très intéressante et on commence à avoir, grâce au plan initiative copropriété, des pistes d'intervention qui nous amènent donc en réflexion sur la gestion urbaine de proximité, qui nous permettent de financer des expertises ou des réflexions sur les questions de régulation aussi juridique, la scission, les questions d'expertise judiciaire aussi, qui sont des fois nécessaires pour revenir à une dimension ou à une organisation beaucoup plus appréhendable pour les copropriétaires dans leur quotidien et pour assurer une meilleure appréhension de la bonne gestion de leur immeuble quand les pouvoirs publics et les accompagnateurs ne seront plus là. Après, juste peut-être un petit mot sur les 3 à 5 ans qu'on avait évoqués dans l'introduction de Juliette Lagagné et sur lesquels vous avez rebondi. Aujourd'hui, c'est la durée des dispositifs, 3 à 5 ans. L'accompagnement, ce n'est pas du tout cette durée-là. Un vrai accompagnement, aujourd'hui, nous, on ne sait pas faire en 3 à 4 ans.
1 an et demi, c'est déjà à peu près le temps qu'il nous faut pour nous installer avec les acteurs de la copropriété, faire un état des lieux, comprendre la dynamique et leur proposer un accompagnement qui réponde à leurs besoins, aux contraintes des pouvoirs publics et aux injonctions des pouvoirs publics et aux enjeux de redressement qu'on aura pu nous diagnostiquer, sur lesquels on aura des préconisations à formuler. En réalité, un accompagnement, aujourd'hui, on considère qu'à moins de 7 à 8 ans, on est bien normal d'aller au bout de la réalisation de travaux dans un ensemble immobilier sain. Ça, c'est l'enseignement de dispositifs sur la rénovation énergétique en copropriété. Donc, on parle de copropriétés saines qui font de la rénovation énergétique. Donc, aboutir à un projet de rénovation de A à Z, 7 à 8 ans. Donc, aujourd'hui, sur les copropriétés en difficulté, quand on sait qu'avant d'aboutir à un projet de rénovation technique, il faut redresser le fonctionnement, il faut traiter le redressement financier, il faut réguler, normaliser l'organisation financière et de fonctionnement. Ça nous demande souvent des temps d'accompagnement assez longs. Et effectivement, les dispositifs publics ne permettent pas de construire ce temps long et nous amènent à travailler un peu par tranche d'accompagnement et à réfléchir systématiquement et à remettre en question la poursuite de l'accompagnement. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être des réflexions à avoir comme ça sur des calibrages de durée de dispositifs qui pourraient être éventuellement proposés dès l'étude préopérationnelle en se disant sur cette copropriété-là, pour vous, quelles seraient les phases d'accompagnement et comment on pourrait calibrer un dispositif d'accompagnement sans forcément avoir un carcan préalable qui dit qu'un dispositif c'est 3 à 5 ans, éventuellement avec une prolongation de 2 ans, même si le PIC a permis effectivement la prolongation des plans de sauvegarde de 2 ans, ce qui est déjà une souplesse très intéressante et ce qui nous permet d'être beaucoup plus fluide dans notre accompagnement opérationnel au quotidien et auprès des immeubles qui sont concernés, ça reste des fois insuffisant. Merci. Antoinette Gull. Alors moi j'ai été très intéressée par... alors déjà merci à vos deux structures et à vous personnellement de vos témoignages, c'était très intéressant. Il y a quelques points qui m'ont particulièrement intéressée. Donc vous avez évoqué la question de la critérisation, enfin en tout cas des critères de qualité sur le service de syndic. Moi je suis assez intéressée de savoir effectivement, enfin ça rejoint un peu... une question que je pose assez souvent, donc, puisque là, vous m'apportez la réponse avant même que j'ai posé la question. Du coup, je suis très intéressée pour savoir effectivement à quelle étude vous faites allusion, quelles sont les collectivités qui ont travaillé dessus. Si vous pouvez nous transmettre les informations, en tout cas, moi, je suis preneuse de regarder plus en détail ce qui s'est dit, parce qu'il me semble effectivement que ça fait partie des enjeux. Le deuxième sujet que vous avez évoqué, d'ailleurs, tous les deux, ou plutôt tous les trois, c'est la question de la sociologie des ménages. Et j'avoue qu'en fait, je n'ai pas compris là où vous vouliez aller, parce que vous dites des choses un peu contradictoires en réalité. Donc j'aimerais savoir s'il existe des statistiques sociologiques sur les ménages qui se retrouvent en habitat dégradé, et comment ces ménages se répartissent, ou à quel moment des ménages plus aisés quittent les copropriétés, etc. Est-ce qu'on a ces informations? Parce que j'imagine effectivement qu'à la fin, on se retrouve avec essentiellement des personnes qui ne peuvent plus se déplacer, donc qui ne peuvent pas aller ailleurs et qui sont dans une situation financière difficile. Mais vous sembliez quand même dire le contraire, c'est-à-dire que vous sembliez dire qu'il existe des copropriétés avec des ménages, allez, on va dire pauvres ou moins aisés, qui fonctionnent très bien. Ça, je n'ai pas de souci. Je pense effectivement que ça existe. Pour autant, ça ne veut pas dire que ceux qui se retrouvent en copropriété dégradée, voire indigne, qu'il y a une part de ménages plus aisés. Ça, je ne le crois pas. Je ne sais pas si vous avez des chiffres. En tout cas, je veux bien vous entendre sur cet aspect-là. Parce que voilà, je n'ai pas très bien compris là où vous vouliez nous emmener dans vos discours les uns et les autres. Voilà. Peut-être sur le propos introductif, et je laisserai à Estelle le soin de compléter sur notamment la capitalisation des données, c'est de dire qu'aujourd'hui, effectivement, les copropriétés dégradées, ou en tous les cas celles sur lesquelles qui se paupérisent, en fait, le risque de la paupérisation, c'est effectivement qu'aujourd'hui, on se retrouve avec, comme vous le disiez, des ménages qui deviennent, entre guillemets, captifs, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des ménages qui n'ont pas de capacité à pouvoir aller ailleurs,
marchands de sommeil ou autres. Et donc, c'était ça tout l'objet de notre propos. Après, il existe des copropriétés dans lesquelles on a des ménages qui ont des ressources financières faibles, mais qui ne dysfonctionnent pas et qui donc n'en arrivent pas à être l'objet de l'audition du jour. Voilà. Peut-être pour préciser effectivement ce qui fait la différence entre une copropriété d'occupation modeste qui fonctionne bien et une copropriété en difficulté, c'est en fait la façon dont le dysfonctionnement de la copropriété va peser de plus en plus lourd sur les ménages qui y vivent et qui, quand ils sont captifs parce qu'ils ne peuvent pas sortir de cette copropriété, puisque la valeur immobilière a baissé et qu'ils ne peuvent plus rebasculer sur un autre parcours résidentiel, les mettent de plus en plus en difficulté. C'est-à-dire que dans une copropriété en difficulté, il faut imaginer que vous avez des parties communes qui sont pas entretenues, qui sont très faiblement entretenues. Pour autant, vous avez des charges extrêmement élevées. Et ça, c'est un peu un contresens pour quelqu'un de normalement constitué qui voit les questions d'habitat au sens large. C'est qu'en fait, vous avez une dérive des charges qui s'opère. Alors, la dérive des charges, c'est un mécanique un peu insidieux, mais vous avez un retard d'entretien. Le retard d'entretien fait que ça coûte plus cher à entretenir. Quand vous avez des impayés à un moment que vous ne traitez pas et qui dérivent, vous avez de plus en plus de difficultés à avoir la trésorerie nécessaire pour entretenir votre copropriété. Donc, les bons professionnels qui intervenaient de façon régulière sur votre immeuble, ils vont moins rapidement ou moins facilement répondre à vos demandes, et donc vous perdez les artisans les plus intéressants, les plus compétents, les plus capables de répondre à vos besoins techniques. Ou alors ceux qui restent, sachant que vous les payez toujours avec retard ou avec difficulté, vont majorer leur devis et leurs interventions pour se prémunir des défauts de paiement que vous avez sur la copropriété. Et donc vous avez un surcoût pour le même niveau d'entretien que la copropriété. Vous avez déjà un surcoût dans les charges. Ce surcoût va générer la mise en difficulté de certains copropriétaires qui étaient juste pour payer leurs charges d'entretien normales, mais qui là sont en difficulté pour payer un surcoût d'entretien qui n'est pas d'ailleurs du surentretien. Et donc ces impayés vont générer un défaut de trésorerie. Et donc le défaut de trésorerie, s'il n'est pas traité à l'instant T par le syndic, quand il appelle 100, il n'y a que 80 qui rentrent dans ses caisses. Donc s'il a besoin de 100 pour fonctionner, il va appeler 120. Et donc les bons payeurs vont se retrouver à payer 120 pour un entretien qui correspond péniblement à 100. Et donc au bout d'un moment, vous avez une surenchère où le syndic appelle plus de charges pour faire un entretien de plus en plus médiocre. Et donc vous avez une augmentation du coût des charges et une diminution de l'entretien des parties communes. Et la diminution d'entretien des parties communes fait que le jour où vous allez avoir besoin de faire des travaux, les travaux vont vous coûter plus cher parce que vous avez moins bien entretenu, parce qu'au lieu de refaire l'étanchéité de la toiture, vous allez mettre une rustine, une deuxième rustine, une troisième rustine. Et au bout d'un moment, ce petit entretien à l'urgence et sans programmation, sans anticipation, sans épargne. On parlait du fonds travaux tout à l'heure, qui est une façon, même pour les plus modestes et surtout pour les plus modestes, d'anticiper les dépenses et de programmer les dépenses. Ben là, on ne va pas le mettre en place et donc on va payer au cas par cas, au coup par coup, sans réelle vision patrimoniale de l'entretien. Et donc tout ça, ça va coûter beaucoup plus cher. Et donc on se retrouve avec le mécanisme de la double peine pour les personnes les plus modestes. On a encore eu un rapport il n'y a pas très longtemps là, de Action Tank Pauvreté, il me semble, qui parle de ce mécanisme de surcoût pour les ménages les plus modestes qui vivent dans les logements les plus consommateurs d'énergie, qui vivent dans les logements les plus éloignés, qui ont le plus de frais de dépenses, qui ont les voitures les plus consommatrices. Là, on va avoir un peu la même idée où vous êtes dans un logement qui n'a pas de valeur vénale, dont le coût d'entretien est extrêmement élevé et dont l'entretien est extrêmement médiocre, voire insuffisant. Et donc après, on en arrive à des dérives où vous avez plus de 800-900 € de charges trimestrielles pour un ascenseur qui ne fonctionne pas, qui n'est jamais réparé, pour du ménage qui n'est pas fait, et vous allez éventuellement rentrer dans une logique de grève des charges où les copropriétaires qui étaient jusque-là potentiellement bons payeurs vont arrêter de payer leurs charges en se disant qu'il n'y a pas les services en face. Et donc là, on est dans un peu le moment de non-retour. Et donc, en fait, c'est vraiment un cercle vicieux qui s'auto-alimente. Les charges augmentant, ça crée des impayés qui augmentent mécaniquement le budget, qui ne permet pas pour autant de maintenir ou d'entretenir le bâtiment.
Et donc, les copropriétaires vont se retrouver complètement captifs de cette situation et avec des situations de surendettement personnel parfois importants et vont des fois soit vendre leur appartement à perte, soit se retrouver à devoir vendre un appartement en restant endetté après la vente, puisque l'appartement ne couvre pas complètement l'emprunt, plus les éventuelles dettes qu'ils ont pu contracter, le remboursement de la banque, la dette auprès des impôts et la dette de charge qu'ils n'ont pas forcément complètement réussi à assumer. Donc en fait, c'est là vraiment le mécanisme des copropriétés en difficulté, c'est que le dysfonctionnement de l'immeuble va faire supporter à des propriétaires déjà modestes une situation qu'ils ne seront pas en mesure de résorber sans l'aide d'intervenants compétents et spécifiquement formés à la maîtrise des charges, au recouvrement des impayés et au redressement technique de l'immeuble, soit les professionnels en place, le syndic et l'ensemble des intervenants qui vont intervenir, soit avec l'aide des pouvoirs publics, des financements exceptionnels et dérogatoires au droit commun pour resocler le fonctionnement de la copropriété en espérant qu'elle refonctionnera mieux par elle-même à terme. Mais effectivement, je rejoins ce qui était dit tout à l'heure, il faut qu'on commence à rentrer dans une logique, qu'on est dans une logique de flux et pas de stock. Ce qu'on arrive à gérer à un instant T, on va certainement devoir l'accompagner ailleurs, soit y revenir à un moment donné, soit ailleurs. Et c'est vrai que dans les outils de redressement de la copropriété, aujourd'hui, pour en revenir sur la question du plan initiative copropriété tout à l'heure, il y a des sujets très intéressants qui ont été apportés. On a aujourd'hui les hors-codes d'intérêt nationaux qui sont des outils très puissants d'intervention, notamment parce qu'on a une taxe spéciale d'équipement qui nous permet d'avoir une action d'acquisition foncière sur certains lots. Et donc, l'achat de ces logements nous permet à la fois de sortir des personnes qui sont prises à la gorge et qui ne sont plus en capacité d'assumer leur statut de propriétaire et à qui on va dire on vous rachète le logement, on va leur dire on vous enlève cette situation d'endettement qui n'est en train que de s'aggraver et on va pouvoir vous reloger dans le parc social. Donc la question de l'acquisition des logements à perte pour la puissance publique est importante et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on n'a pas cette puissance d'intervention d'intérêt national, on ne sait pas correctement faire du portage dans les copropriétés dites en difficulté, puisque l'économie de rachat d'un logement pour faire des travaux, pour ensuite le revendre, ne s'équilibre pas forcément quand on est sur une zone détendue et quand la valeur vénale de l'appartement est très faible. On a des copropriétés sur lesquelles le poids, la quote-part des travaux aujourd'hui est plus élevé que la valeur de l'appartement. On a des appartements valorisés à 20 000 euros quand on sait qu'il faut des quote-parts à 25 ou 30 000 euros pour rénover correctement l'immeuble dans son ensemble. Donc là, dans ces cas-là, les structures qui sont capables d'acheter, de faire du portage foncier pour attendre que les travaux se fassent et attendre que l'immeuble soit redressé techniquement et financièrement pour ensuite revendre et remettre sur le marché, courent pas les rues et viennent pas toquer à la porte. Donc ça, c'est encore des outils qui nous manquent, qui sont tout à fait puissants dans les dispositifs d'intérêt nationaux, mais qui sont pas forcément présents en dehors de ces dispositifs d'intérêt nationaux et pour lesquels, dans les territoires, avec une zone tendue, on va réussir à trouver éventuellement une petite économie d'échelle qui nous permet malgré tout de limiter le déficit d'opération, mais dans les territoires détendus, le déficit d'opération est beaucoup trop important pour qu'on arrive à mobiliser ces outils-là. Et après, on ne peut pas faire du portage et de la maîtrise foncière si on n'a pas la capacité à reloger. Et aujourd'hui, on est encore en très grande difficulté pour trouver des situations de relogement, soit aux propriétaires occupants en grande difficulté, soit aux locataires qui sont dans ces logements-là, qui sont des fois effectivement sans droit ni titre, puisqu'on l'a dit, c'est une des économies aussi des marchands de sommeil sur ces territoires-là. Et donc sans la possibilité de régulariser même temporairement la situation des occupants qui puissent ensuite engager les procédures et qu'on puisse nous enclencher dans un processus de relogement, les bailleurs sociaux ne vont pas se porter acquéreurs facilement d'un logement, d'un marchand de sommeil avec des occupants sans droit ni titre. Donc il faut souvent qu'on régularise la situation des occupants avant de pouvoir mobiliser le portage pour que ce soit réaliste. Et ça, c'est aussi une ingénierie d'accompagnement et des coûts en termes de mobilisation des acteurs sociaux et du potentiel de parc social qui n'est pas toujours possible sur tous les territoires. Pardon. Monsieur Domergue. Oui,
Pour compléter, je ne pense pas qu'on s'était vraiment contredit dans l'occupation, dans la sociologie de l'occupation. Là, on parle des occupants, pas forcément des propriétaires bailleurs, qui sont pas forcément modestes ou très modestes dans les coprodégradés. Il y en a aussi qui sont des bailleurs qui se portent bien. C'est une minorité, évidemment, mais ça peut être le cas. Et j'alerte aussi sur cette spirale qui a été bien décrite, qui commence avec des premiers impayés de charges et qui ensuite crée ce phénomène de passagers clandestins où certains ont l'impression de payer pour les autres et à la fin s'arrêtent de payer. On voit, grâce au registre d'immatriculation des copropriétés, depuis 2 ou 3 ans, une montée en flèche des impayés de charges dans les copros. Donc en termes de détection en amont dans le temps des futures copropriétés en difficulté, ça c'est une alerte importante qui est liée à la crise économique et sociale qu'on a connue, le Covid, l'inflation, la hausse des prix de l'énergie. Et à ce titre, d'ailleurs, le chèque énergie n'a pas été du tout revalorisé depuis pas mal de temps, depuis les chèques exceptionnels de 2022. Et donc, c'est aussi un des facteurs qui va expliquer qu'il y a une montée des impayés qui se constate dans beaucoup de copropriétés. Et donc, il faudrait mieux solvabiliser davantage les occupants, qu'ils soient locataires ou propriétaires occupants modestes de ces copropriétés, notamment pour qu'ils puissent payer leurs charges. Et puis, en termes de reste à charge, on l'a dit, il y a des aides qui sont très inégales selon les territoires. Alors, dans les territoires plan initiative copro, ça peut être plus important. Il y a des territoires volontaristes ou plus riches aussi, où il y a des aides avantageuses, notamment sur la rénovation énergétique. Dans les copros, à Paris, il y a un reste à charge zéro qui est annoncé pour les très modestes. Évidemment, ce n'est pas le cas dans la grande majorité des villes. Donc, il faut aussi qu'il y ait des dispositifs publics qui viennent un peu égaliser ces inégalités de traitement. Sinon, on sait que c'est l'assurance d'une dégradation du fonctionnement des copropriétés. Il y avait un outil qui était utile quand même, qui était aussi l'APL accession, l'AL travaux, pour aider les ménages modestes à payer leurs travaux ou leurs charges de remboursement d'emprunt quand ils accédaient à la propriété et qu'ils étaient modestes. Donc ça, c'est des outils dont on s'est privé pour quelques économies budgétaires et qui peuvent se payer ensuite avec des dégradations de situation des ménages, mais aussi des copropriétés dans lesquelles ils s'inscrivent. Donc il y a, voilà. Et sur le plan initiative copro, on a vu une montée en puissance intéressante et on voit d'ailleurs dans les rares indicateurs positifs sur l'immobilier, on voit une montée des travaux de rénovation énergétique dans les copropriétés assez forte ces dernières années, depuis 2 ans là, et donc c'est notamment une des conséquences de cette priorisation des copropriétés. Donc ça, c'est intéressant. Mais après, il faut l'accompagner sur le long terme pour que ça continue. Et puis quand même, j'alerte sur la Cour des comptes avait fait une première analyse du plan d'initiative copro qui montrait que c'était pas si simple à suivre quantitativement, qu'il y avait des doubles comptes et qu'on ne pouvait pas vraiment savoir si c'était une montée en puissance si impressionnante que les chiffres le laissaient montrer. Voilà. Je vais finir par vous remercier, en tout cas, puisque je vois l'heure tourner, grandement pour vos riches contributions, et c'est très appréciable, un vrai zoom aussi sur le sujet des petites copropriétés, mais pas que, mais quand même. Et donc, je le souligne, et c'est très, très intéressant, en tout cas, sur les travaux que nous menons. Et puis, finir aussi par vous préciser, j'ai évoqué un rapport, la publication d'un rapport dans mes propos introductifs. Vous précisez qu'il sera publié avant le 31 juillet, donc le temps de cette commission d'enquête de cette année. Encore merci et à très bientôt.